Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez tendu. J'ai eu des grèves, des envahissements de CE. Qui doit être la parole de la direction auprès du CSE? Ça, faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de DRH qui prennent tout sur leurs épaules. Les congés payés, ça doit être pris. S'ils sont pas pris, ils sont perdus. Tu as parlé tout à l'heure d'un envahissement de CSE. Cette colère, elle s'est exprimée par un envahissement de CSE. En tant que RH, parce que ça a dû être un moment quand même particulier aussi pour toi, comme il y a beaucoup d'émotions. Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des enjeux RH. Moi, c'est Maud, experte RH et cofondatrice du Temple RH. Je suis Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de la solution Canoun by Legal Place. Ce podcast est votre espace pour découvrir toutes les bonnes pratiques indispensables pour faire de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous les épisodes vidéo et audio sur Apple, Spotify et toutes les plateformes disponibles pour rester connecté et vous inspirer. Pour ce nouvel épisode, on a la chance de recevoir avec Marine Sophie Le Tirs, DRH aujourd'hui, donc dirigeante RH chez Kaufmann & Broad, un promoteur immobilier. Et surtout, Sophie, tu as 25 ans d'expérience donc, dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet assez tendu, un sujet un peu qui fait peur. Le titre de l'épisode, c'est le CSE, le meilleur ennemi des RH. On va pouvoir progressivement rentrer dans ton parcours et nous raconter un petit peu toutes les expériences que tu as eues, notamment en grand groupe, dans des médias, donc avec des CSE aussi qui étaient forts, qui étaient solides en interne. Mais je voulais te poser cette première question qui est, toi, avec ces 25 ans d'expérience, tu as pu voir aussi l'évolution du CSE. C'est vrai que moi, avec mes yeux de 36 ans, j'ai toujours cette partie, la CGT, les grèves, cette partie, voilà, les séquestrations de RH dans des entreprises. Donc, c'est vrai qu'on peut en avoir une image assez biaisée. Et même, tu vois, j'ai pu accompagner des CEO qui en avaient aussi très, très peur de CSE, notamment de start-up. Donc, toi, comment tu vois cette image du CSE aujourd'hui dans la vie de l'entreprise ? Eh ben d'abord, bonjour Maud et bonjour Marie. Oui, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de partager sur ce sujet qui est effectivement, moi que je trouve passionnant et ô combien important dans nos entreprises. Parce qu'effectivement, tu as raison, cette image est très forte. Et d'ailleurs, est tellement forte qu'on a de plus en plus de mal à trouver des gens aussi au sein de l'entreprise qui s'engagent dans les CSE. Et moi, je crois profondément que le dialogue social, ça peut être un vecteur de performance sociale et qu'il ne faut pas en avoir peur, que ça peut être constructif. Mais pour ça, il faut y aller, en fait. Il faut rentrer dans le sujet et avec un mindset très d'ouverture, de dialogue, d'échange, d'aller poser des diagnostics et d'aller chercher des solutions ensemble, de ne pas avoir peur de l'obligation légale, de ce cadre légal. Et si en fait on arrive à passer la barrière de la peur et de l'inquiétude de ce que c'est que le dialogue social, on arrive à en faire un outil qui est très intéressant pour les RH. Parce que souvent d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off, mais les équipes RH ne sont pas nécessairement très étoffées. Donc un CSE, c'est aussi une instance qui permet d'aller capter du bruit, donc de l'information. Parce que si on met en place un CSE, c'est qu'on a grandi, donc on est plus nombreux, donc il faut aller capter l'information aussi autrement, et cette information, elle est très précieuse pour la RH. Donc ça permet aussi de construire un statut social. Donc il y a beaucoup de vertus à mettre en place un CSE, d'animer le dialogue social et d'en faire quelque chose de constructif. Sachant que toi, en plus, tu as cette couleur, tu as été avocate aussi en droit social dans ton ancien parcours. Donc la RH, finalement, c'est une reconversion aussi pour toi. Et donc, rentrons dans ce sujet du CSE. Est-ce qu'on peut juste rappeler le rôle, parce qu'il y a tellement eu de mouvances, cet organe a tellement bougé d'année en année. Aujourd'hui, on en est où ? Marine, peut-être, oui. Alors, le CSE, déjà, effectivement, ça n'a pas toujours existé. Ça date de 2017. Il a fallu que toutes les entreprises mettent en place un CSE au début 2019. Donc, c'est obligatoire dans toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Donc, ça va vite. Et beaucoup ne le tiennent pas, ce chiffre. Oui. Et beaucoup ne le tiennent pas et attendent au maximum avant de le mettre en place. Parce qu'ils considèrent, surtout dans les petites entreprises, que ce n'est pas nécessaire et que le dialogue social, les relations entre la direction et les salariés peut se faire sans CSE. Et parfois, c'est le cas. Il n'en reste pas moins que c'est
une obligation juridique, mais c'est aussi effectivement un allié à plusieurs titres. C'est un partenaire qui permet d'avoir une communication la plus fluide possible dans les deux sens. Une communication descendante, parce que c'est parfois utile d'avoir une autre parole que celle de la direction pour faire passer des messages avec peut-être une autre forme de pédagogie aux salariés, et ça peut passer via les membres du CSE. Communication aussi ascendante, parce que sentir le pouls de ce qui se passe dans l'entreprise, il y a des membres du CSE qui sont eux-mêmes des fonctions parfois de tous bords, ça peut être des cadres, ça peut être aussi des non-cadres, qui peuvent faire remonter des informations très pertinentes sur des tensions, des frustrations, des besoins, des envies des salariés, et qui peuvent donc être vues, étudiées dans le cadre du CSE. C'est aussi un vrai vecteur d'amélioration des conditions de travail, parce que depuis quelques années, on peut mettre en place des accords d'entreprise avec des CSE, et moi j'y tiens beaucoup, parce que c'est vrai que la négociation d'accords d'entreprise était réservée pendant très longtemps aux délégués syndicaux. C'est plus du tout le cas. Et quand on a un CSE, on peut négocier un accord d'entreprise avec le membre titulaire du CSE, même dans les plus petites structures. Et alors sur quoi ? Sur la durée du travail pour mettre en place du forfait jour, sur le télétravail, mettre en place des accords d'intéressement pour permettre de redistribuer une partie des bénéfices de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement vertueux, pas très compliqué, relativement rapide quand on se fait bien accompagner. Et puis le dernier volet, c'est un volet, je dirais, plus légal, mais tout aussi essentiel, c'est que mettre en place un CSE, c'est éviter des risques juridiques très facilement évitables. On ne peut pas aujourd'hui mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude ou économique si on n'a pas de CSE. Enfin, on peut le faire, mais on prend des risques importants parce qu'il va falloir à un moment donné consulter son CSE. Et si on ne l'a pas, on va devoir verser des dommages à intérêts ou risquer ce qu'on appelle un délit d'entrave, ce qui est une sanction pénale parce que le CSE n'aura pas été mis en place, ou quand on veut mettre fin à une pratique, par exemple, arrêter de reporter des congés payés d'une année sur l'autre, il faut absolument informer son CSE avant de le faire, sinon ce n'est pas valablement fait. Donc encore une fois, ça va être des sommes à payer pour finalement quelque chose qui aurait pu être facilement évité en mettant en place ce CSE. Non, mais je répondis sur ce que tu dis, Marine, que je partage totalement, c'est-à-dire que le CSE, c'est à la fois de la communication qui remonte et de l'information qui remonte, et c'est aussi des relais très intéressants pour faire passer un certain nombre de sujets. Parce que sur des sujets qui sont difficiles, je pense notamment à des départs ou des choses comme ça, des congés de mobilité, des plans, un PSE ou d'autres, mais même sans rentrer dans des choses aussi extrêmes, ça va être des très bons ambassadeurs parce que souvent, la seule parole de la direction ou des managers ne suffit pas. Et donc d'avoir des membres du CSE qui vont pouvoir relayer en disant « c'est OK ». Cette mesure-là, en fait, c'est une bonne mesure et nous aussi, on est convaincus et on t'explique pourquoi à un collaborateur. Évidemment que ça a de l'impact et en réalité, on gagne du temps, et on gagne de la confiance, on gagne de la crédibilité. Et on oublie trop souvent en RH qu'on peut aussi se servir d'un CSE pour faire adopter un certain nombre et améliorer la compréhension d'un certain nombre de sujets. Donc c'est un vrai... c'est un outil. C'est un corps intermédiaire en fait sur lequel les RH en fait peuvent se reposer. On en parlait aussi tout à l'heure. Ils peuvent aussi proposer des solutions. Ils peuvent aussi regrouper les salariés pour changer aussi les choses dans l'entreprise, et un organe aussi d'alerte quand il y a des situations difficiles. C'est aussi un bon relais sur lequel nous on peut se reposer pour comprendre aussi le pulse de l'entreprise en interne. Oui, et puis comme c'est, en fait, je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est-à-dire que le corps intermédiaire, c'est vraiment très important. Et puis, comme tout corps intermédiaire, il négocie pour le collectif. Donc, on va, par exemple, si on négocie un accord de télétravail avec son CSE ou avec les syndicats, on va mettre des règles qui ne vont pas convenir à tout le monde, qui vont susciter un peu d'irritation, parfois pour certaines populations, pas pour d'autres, etc. L'avantage de ce corps intermédiaire, c'est qu'ils vont pouvoir expliquer aussi aux collaborateurs que si, c'est une bonne règle et les raisons pour lesquelles on a décidé de mettre cette règle dans un accord. Donc, c'est une voie supplémentaire à l'égard des collaborateurs et c'est très positif. Et toi, en plus, donc avec ton expérience, notamment dans les médias, tu as dû faire face donc, à des CSE aussi solides, potentiellement
revendicateur aussi. Tu m'en avais un peu parlé. Tu m'en avais un petit peu parlé. Alors comment, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est comment nous, RH, on peut avoir cette posture en face de ce corps intermédiaire, puisque en start-up, souvent, le CSE n'est pas encore bien formé, mais dans les grands groupes, c'est un vrai métier. Il y a des personnes qui font que ça toute la journée. Donc comment arriver à avoir cette posture RH et de mettre aussi une limite, parce qu'on n'est pas forcément non plus meilleur ennemi du RH, on n'est pas forcément les meilleurs amis non plus. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller à l'audience qui nous écoute sur cette posture RH à avoir avec son CSE? Donc effectivement, après avoir été avocate, ça a été mon premier métier, responsable des relations sociales. Et j'ai à peu près tout eu, puisque j'ai eu des grèves, des envahissements de CE. Enfin voilà, j'ai eu mon lot en tant que RH ou DRH ou relations sociales. La première chose, c'est, je dirais, d'abord, de manière un peu provocatrice, je dirais qu'on a quand même le dialogue social qu'on mérite. Et les dialogues et les syndicats qu'on mérite, les CSE qu'on mérite. Quand je dis on, c'est pas la DRH. Ça, faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de DRH qui prennent tout sur leurs épaules. C'est l'entreprise, c'est sa culture aussi. Donc ça, c'est très important parce que c'est le point de départ. C'est-à-dire que quand on va en CSE, si on y va pour remplir son obligation légale et pour pouvoir dire « tick the box », j'ai fait mon information consultation sur le bilan social et je ne sais quoi, et que juste je viens, je le fais, et que je ne suis pas dans le partage et dans construire une performance, un dialogue social avec les représentants du personnel, ça ne va pas fonctionner parce que d'abord, ils vont tout de suite le sentir et ils vont venir au contact et venir chercher la RH, chercher le dirigeant sur un certain nombre de sujets. Donc d'abord, c'est le mindset avec lequel on arrive en CSE ou dans quelle que soit l'instance. Si tu prends la position un peu dure tout de suite avec ton CSE, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Non, il faut venir avec une intention de partager et de raconter ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi occuper la place. Trop souvent, comme on vient juste pour remplir son minimum syndical, sans jeu de mots, d'obligation à l'égard du CSE, on ne raconte pas tellement le reste. À côté, tout ce qu'on veut faire en politique RH, la manière... La vision, finalement. Tout ce qui est la vision RH, les process RH qu'on veut mettre en place, pourquoi on a pensé à ça plutôt qu'un autre sujet. Donc, c'est ça aussi qu'il faut venir partager avec les CSE. Et il ne faut pas hésiter. Enfin, moi, je l'ai toujours fait, et même à l'époque, quand il y avait des délégués du personnel ou maintenant des délégués de proximité, de mettre des sujets qui ne sont pas obligatoires. Juste pour aller raconter, de dire, on a décidé, je ne sais pas, d'une nouvelle formation en management, d'aller raconter à un CSE pourquoi on a décidé de changer de formation de management, qu'est-ce qu'on va chercher comme objectif, qu'est-ce qui est intéressant là, parce que faut les intégrer en fait. Exactement. Et donc, en faisant ça, finalement, on est dans le partage et la construction d'une histoire ensemble. Et ça, franchement, c'est mon meilleur conseil, c'est d'occuper la place en partageant ce qui est aussi hors du cadre légal et ce qui fait la culture de l'entreprise et de ce qu'on a envie de construire dans l'entreprise. Et Sophie, savoir aussi leur expliquer ce qu'on ne fera pas et pourquoi. Donner le ton. C'est-à-dire de pouvoir dire, je vais prendre un exemple très simple, les congés payés, ça concerne toutes les boîtes. Les congés payés, si on ne les a pas pris à la fin de la période, ça va dépendre de la culture des boîtes. Soit ils sont reportés, soit ils sont perdus. Ou alors, il y a des syndicats ou des CSE qui vont demander la mise en place d'un compte épargne-temps pour pouvoir les capitaliser dessus. Là, par exemple, il faut donner le ton et il faut être très clair. Moi, par exemple, chez Kaufmann & Broad, et c'est ma conviction en plus de RH, c'est que les congés payés, ça doit être pris, parce que c'est important que les collaborateurs prennent des vacances. Donc, j'explique le pourquoi. Parce que ça fait partie de l'équilibre vie pro, vie perso, de se reposer. Donc, c'est la responsabilité d'abord du collaborateur, ensuite du manager, d'aller poser ses congés payés. S'ils ne sont pas pris, ils sont perdus. Et il n'y a pas de compte épargne-temps parce que c'est trop lourd financièrement pour une entreprise, puisque dedans, c'est la revalorisation toujours au dernier salaire. Donc, très vite, ça peut chiffrer très vite. Quand on a expliqué ça assez simplement à des syndicats ou d'un CSE et qu'on l'a posé comme règle, c'est la règle. Donc là, on a dit non,
il n'y aura pas de report. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns par exception. Oui, il y en a de toute façon dans des cas de maladie, de suspension de contrat. Mais effectivement, ce que tu indiques là, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent dans les entreprises. C'est cette capacité, par manque de connaissances, ne serait-ce que les congés payés, sont un pouvoir de direction de l'employeur qui détermine au bout du compte ce qu'on a eu tendance à oublier les dernières années, où on a l'impression que c'est les salariés qui ont la main mise sur les décisions de quand je me repose. Ben non, en fait, l'obligation de sécurité, c'est l'employeur, et c'est l'employeur qui dit tu dois te reposer à certains moments, voilà, et qui donne une flexibilité dans les dates à prendre. C'est l'employeur qui fixe le cadre. Et ça, c'est très important de ne pas se faire embarquer non plus par le CSE qui fixe le cadre à la place de l'employeur, parce que l'employeur n'aurait pas dit non, là c'est non, ou là je mets une limite qui n'est pas à franchir. Et comment, puisque tu as parlé tout à l'heure d'un envahissement de CSE, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est quand même une anecdote assez pas unique, je pense que ça arrive dans certains grands groupes, mais comment toi tu fais face en fait, il y avait un mécontentement, est-ce que tu peux un peu nous partager? Parce que c'est assez, je trouve que c'est assez, pas original, mais intéressant en tout cas à les creuser ce point. Donc c'était dans le cadre de la fermeture d'un établissement. On n'est pas dans un plan de départ volontaire, c'était vraiment une fermeture pure et simple. Donc là, c'est un plan social directement. Il n'y a pas de reclassement, enfin très peu. En tout cas, là, il y en avait très peu qui étaient possibles. Et donc, on était en comité d'entreprise sur cette information consultation liée à la fermeture. Et donc, les négociations avançaient. Puis, au fur et à mesure, il y a quand même une gronde qui monte, qui est normale. Et là, il faut aussi l'accepter en tant que RH, c'est-à-dire c'est la fameuse courbe de deuil. Donc, il y a de la colère qui doit s'exprimer. Donc, c'est à un moment, il faut laisser l'espace aux collaborateurs pour venir dire on n'est pas content, ce que vous faites, c'est injuste, etc. Donc là, ensuite, il faut essayer de canaliser un peu cette colère. Donc là, cette colère, elle s'est exprimée par un envahissement de CE à l'époque. Donc là, il faut accueillir. Nous, c'est ce qu'on a fait. J'étais avec la directrice relations sociales. On les a laissés rentrer. Il y a beaucoup d'émotions, c'est ça, Il y a beaucoup d'émotions. On les laisse tous rentrer, tous dire les choses. On s'est levés parce qu'on était assises, nous, en tant que direction. Donc, ils sont rentrés. On s'est levés pour être à la même hauteur qu'eux. On les a laissés crier leur slogan. Et puis, une fois qu'on a considéré qu'on avait eu les quelques minutes suffisantes, on leur a demandé de bien vouloir arrêter de parler. Et on leur a demandé à certains d'entre eux de prendre la parole au nom de tous et de dire ce qu'ils avaient à dire pour qu'on puisse répondre. Et on a mis en place un dialogue pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout de ces 20 minutes de dialogue, on leur a dit qu'on avait entendu ce qu'ils avaient à dire et qu'on le prenait en considération et qu'on leur demandait s'ils étaient d'accord maintenant de bien vouloir sortir, que le comité d'entreprise puisse continuer à avancer sur ce sujet-là en prenant en compte la douleur, l'inquiétude, tout ce qui avait été exprimé lors de cet échange. Et toi, en tant que RH, parce que ça a dû être un moment quand même particulier aussi pour toi, comme il y a beaucoup d'émotions, comment tu l'as... Il y en a qui pleurent. Là, il faut rester très digne. Toi, ça t'a un peu impacté dans ta vie perso ou pas du tout un plan social, ça impacte toute RH. On n'est pas des robots, comme quoi. On n'est pas du tout des robots. Ensuite, moi, je dis toujours, d'ailleurs, même un manager, quand il doit se préparer à faire son premier licenciement, il faut rester digne parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas nous qui perdons notre emploi. C'est les personnes dont on a la responsabilité RH ou un manager qui va faire un entretien préalable. Donc, on peut être empathique, mais il faut rester dans notre rôle à nous et ne pas oublier que nous, on va venir demain au travail et qu'on va pas... Donc oui, avec beaucoup d'humilité et de dignité, et c'est leur émotion, il faut l'accueillir, il faut créer l'espace pour l'accueillir, mais c'est là où il faut mettre quand même aussi de la distance, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à pleurer avec eux, on ne se met pas à dire oui, je comprends, c'est injuste, parce qu'on doit aussi tenir la position de la direction. C'est-à-dire que si on a décidé de faire un plan social, c'est que
c'est la fameuse sauvegarde de la compétitivité, c'est que ça permet aussi de sauvegarder d'autres emplois. C'est aussi une pérennité de l'entreprise. Donc, il faut trouver les mots justes dans le discours pour aller le partager avec ceux qui restent et ceux qui partent. Parce que quand il y a ceux qui partent, il y a aussi tous ceux qui restent. Et ceux qui restent, ça peut être aussi très traumatisant. Baisse de motivation. De voir des gens partir. Donc, voilà, il faut avoir les mots pour tout le monde. Dans ce que tu exprimes, on voit bien qu'il y a quand même un binôme qui s'opère avec la direction, c'est-à-dire que tu es le relais de transmission de la direction. Et par rapport au CSE, la question qui se pose régulièrement chez mes clients, c'est de savoir qui tient le CSE. Alors on sait légalement, c'est le représentant légal, donc c'est vraiment l'employeur, dirigeant, CEO, qui doit tenir le CSE. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui occupe le poste de RH, ce rôle peut être facilement délégué au RH. Et là, la question se pose de savoir dans quel cas est-ce que le RH prend ce rôle de représentant d'entreprise auprès du CSE. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est plutôt un binôme qui doit s'opérer avec la direction? Est-ce que ça dépend des sujets? Est-ce que ça dépend de la taille de l'entreprise? Et moi, j'aimerais t'entendre, Sophie, sur toi, les conseils que tu peux donner sur qui doit être la parole de la direction auprès du CSE. Alors, je pense qu'il y a quand même effectivement des sujets de taille d'entreprise. Moi, j'ai quand même toujours été dans des gros groupes où finalement, c'est souvent moi en tant que DRH qui ai assumé ce rôle ou une DRH groupe. Quand j'étais chez Canal+, par exemple, c'était la DRH groupe qui assumait ce rôle de présidente du CSE. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut faire régulièrement venir le dirigeant. Pour qu'il parle des chiffres, de la stratégie, de l'activité, de sa vision des choses. Il ne faut pas qu'il s'isole dans son siège de dirigeant. Non, pas du tout. Et ça, c'est très important. Ensuite, demander à un dirigeant d'aller faire l'information-consultation sur la formation professionnelle, les tout ce qu'on veut, le bilan social, etc. Franchement, il a autre chose à faire. Et c'est pas là où, en plus de ça, il sera le meilleur parce que c'est pas sa partie. Oui. Donc, en fait, moi, tout l'enjeu, c'est d'exploiter les compétences de chacun et là où il est bon. Donc, un dirigeant, il est bon pour aller raconter l'activité, les chiffres et sa vision de l'entreprise et comment il voit l'évolution. Moi, par exemple, Kaufmann & Broad, on est dans la promotion immobilière. Ça n'a échappé à personne que c'est la crise immobilière actuellement. Donc, c'est important qu'à un moment donné, les dirigeants, le dirigeant et même parfois le directeur financier viennent et racontent, exposent leur vision et disent comment ça va se passer. Voilà. Et ensuite, nous, en RH, on est là en soutien, en complément, et ensuite, on reprend la main et ensuite, on s'approprie tous ces éléments de langage, de business, parce qu'une DRH, elle doit d'abord être core business, c'est-à-dire qu'elle doit... C'est même plus que business partner, c'est core business. Elle doit comprendre le business pour être capable, quand c'est nécessaire, de redonner tous ces éléments de compréhension au CSE. Ouais. Je peux compléter juste peut-être aussi le rôle de la direction parfois. Au-delà de ce rôle actif qui est essentiel, que tu viens d'exprimer, c'est peut-être quand on a des situations, on a l'impression que la direction est un peu déconnectée et qu'on n'arrive pas à retranscrire en tant que RH auprès de la direction ce qu'on a ressenti des salariés ou des CSE, le faire venir, ne serait-ce pour observer, écouter eux-mêmes ce qui se dit et peut-être se faire leur propre opinion qui peut être différente de ce qu'a pu retranscrire la RH elle-même, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ensuite, ça dépend des CSE parce qu'il y a parfois aussi les CSE où, vous savez, il y a dans certains CSE, on enregistre les CSE et on a des PV de CSE qui sont à la virgule près. Et puis, on a des CSE où on fait juste des synthèses. Moi, j'ai connu les deux. Je préfère les synthèses parce que ça donne une liberté de ton, une liberté de parole, ou alors on passe son temps à dire on n'enregistre pas, on fait du off, etc. Donc, c'est pas toujours simple pour aller ressentir aussi les choses. Et là, quand même, mon conseil aussi aux RH, c'est d'organiser pour leurs dirigeants, surtout quand l'entreprise grandit, régulièrement des déjeuners des dirigeants avec des collaborateurs, enfin des petits déjeuners, ce qu'ils veulent et ce qui correspond à la culture de la boîte, pour que toujours le dirigeant ne s'isole pas et soit en contact avec le pouls de l'entreprise. Et quand tu parlais de... Parce qu'en CSE, parfois, ça peut être un peu du tac au tac, un peu
pas brutal, mais je veux dire, voilà, intense, c'est intense. C'est intense. Ouais. Donc ensuite, ça dépend de la personnalité des dirigeants, mais on peut avoir des dirigeants qui ressortent des CSE en disant c'est hyper dur et puis et un peu déconcerté. Donc je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Ça dépend de la culture de son entreprise, la manière dont le CSE se comporte et aussi de la personnalité du dirigeant. C'est intéressant parce que quand tu parlais en tout cas de core business RH, en fait, on n'est pas formé à gérer déjà, cette partie intelligence émotionnelle, parce qu'en effet, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions dans la gestion du CSE, mais aussi nous, en tant que RH, comment parler business à l'entreprise, comment aussi au niveau du CSE arriver à négocier, à faire preuve aussi d'assertivité. Donc c'est des compétences qu'on ne nous apprend pas à l'école, entre guillemets, et donc c'est vraiment le terrain qui fait que tu aimes ou pas les relations sociales, puisque c'est une partie des RH que tout le monde n'aime pas faire. Quel est ton retour d'expérience, toi, sur ces 25 ans toujours d'expérience, puisque tu as dû grandir, tu as dû faire des erreurs, tu as dû... voilà. Plein d'erreurs. La première chose, c'est connais-toi toi-même. C'est-à-dire que le meilleur conseil, je crois, que je puisse donner à une RH, c'est de se faire coacher, de se former, de faire les différents inventaires de personnalité, chacun a le sien, ou en faire un maximum. Moi, je pense que je les ai tous faits. Parce que des tests psychométriques pour soi. Parce que, par exemple, sur ces styles d'influence, on peut être persuasif, influenceur, on peut être quelqu'un qui est aussi très strict sur la règle, très conformiste. Mes opinions sont importantes. Voilà, donc par exemple, connais-toi toi-même, parce que si on est par exemple un peu averse au risque et que la règle, c'est très important, la manière dont on va aborder un sujet va être biaisée par la manière dont on fonctionne. Donc, c'est très important de se connaître parce qu'on va connaître parfois ses marges de manœuvre. On va se dire, là, je sais que ça va être dur pour moi. Donc, parfois, on peut aller chercher des alliés aussi. On va pouvoir dire, ce sujet-là, j'ai besoin d'aller avec quelqu'un d'autre. Et ça, faut... qui peut rééquilibrer. Ouais, pour rééquilibrer, ça, c'est hyper important. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout averse au risque. Donc, je peux assez facilement aller en CSE en leur disant, là, je sais qu'il faudrait que je fasse une information consultation, mais je ne vais pas la faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va le faire autrement. Et puis, je leur propose un schéma. Il faut qu'ils adhèrent. Et puis, on passe un espèce de deal. Et on rentre dedans. Parce que parfois, ça me donne plus de marge de manœuvre pour aller faire des choses difficiles. Est-ce que ça dépend de ta posture? Ça dépend aussi des membres du CSE en soi que tu as appris à connaître. C'est probablement peut-être pas quelque chose qu'on fait en tout début de mandat parce qu'on les connaît pas encore, donc on est plutôt dans une posture un peu d'observation. Parce que si on a un ou deux qui sont très rigoristes et légalistes, c'est peut-être des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées, ou en tout cas il y a besoin d'un peu de temps pour les accompagner à accepter ce genre de... T'as totalement raison, il faut un peu de temps. Et c'est un vrai enjeu que d'aller construire la confiance avec les membres, les instances représentatives du personnel, quels qu'ils soient, CSE, syndicats ou autres. Et ça, il faut faire ce que j'appelle beaucoup de lobby de couloir. C'est-à-dire qu'il faut les connaître. Il faut les connaître. Donc il y a le pendant, l'avant, le pendant et après meeting. Donc il y a un peu, entre guillemets, de politique. Oui, le pendant, c'est ce qu'il y a de moins important. C'est beaucoup plus important avant et après. Jamais en RH, on doit arriver dans une instance quelle qu'elle soit sans savoir ce qui va se passer, sans connaître la position des uns et des autres. Il faut avoir fait son lobby de couloir avant pour savoir ce que pensent, je ne sais pas si vous avez la CFDT, la CFE, CGC, vous avez ces deux syndicats, il faut les avoir vus avant pour savoir sur ce sujet-là, c'est quoi sur le télétravail, tout à l'heure on parlait du télétravail, c'est quoi leur position, qu'est-ce qu'ils veulent, chacun, pour déjà connaître sa marge de négociation, où est-ce qu'on va trouver le point d'équilibre. Il faut que tout le monde ressorte un peu gagnant de cette histoire pour qu'ils soient d'accord pour soit donner un avis, soit signer un accord, ou soutiennent simplement une décision de l'entreprise. Donc il faut passer beaucoup de temps avec eux en off. Il faut passer du temps avec eux en off pour connaître leur avis, s'intéresser à eux aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que un représentant du personnel
qui, en tant que salarié, a, vous savez, moi j'ai des enfants qui sont grands, mais Kirikou, la sorcière qui a une épine dans la colonne vertébrale, qui est horrible, jusqu'à ce qu'on lui enlève l'épine, et qui est une femme en réalité très douce, très gentille, très ouverte aux autres. Il n'y a rien de pire qu'un représentant du personnel qui a une épine dans le dos. Ce qui est souvent le cas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Ce qui est un peu le problème aussi de la représentation syndicale dans les entreprises, c'est des gens qui ne sont pas toujours contents, un peu aigris, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais donc il faut aller traiter ce sujet de l'épine dans le dos et ensuite les voir régulièrement et travailler avec eux. Et c'est vraiment du travail. Et donc, sur cette partie CSE, donc il y a la mise en place de CSE. Donc, comme tu en as parlé, Marine, donc une obligation, en tout cas, à partir de 11 salariés. Et il y a des choses à faire et à ne pas faire dans la mise en place de ce CSE. Et moi, je me suis un peu cassé les dents quand j'ai en tout cas monté mon premier CSE, puisqu'en effet, il y a ce côté salarié protégé. Donc, en effet, les membres du CSE sont des salariés protégés. Et donc, il faut faire aussi sa due diligence avant. C'est comprendre aussi au niveau de ces salariés où on en est aujourd'hui au niveau performance, au niveau au niveau aussi engagement dans l'entreprise, parce que quiconque dans l'entreprise peut se positionner, en tout cas, en tant que membre du CSE dans l'entreprise. Et donc, moi, voilà, je me suis aussi pas mal cassé les dents sur ce sujet, puisqu'on peut avoir après, c'est très compliqué après derrière si on doit se séparer d'un salarié protégé, c'est bien plus compliqué, en tout cas, à justifier. Est-ce que, Marine, toi, tu as des conseils déjà de définir ce que c'est un salarié, en tout cas protégé, et des bonnes pratiques sur de la mise en place du CSE? Alors, déjà, un salarié protégé, ça a quand même une vertu. Il faut savoir que ces salariés, ils font un effort pour le collectif. Et donc, dans l'expression, dans des actions qui les dépassent aussi. Et qu'à ce titre, ils bénéficient d'une protection pour pouvoir leur permettre justement cette liberté d'expression et d'action sans risquer de représailles. Voilà. Et ça a beaucoup, beaucoup de sens, cet équilibre. Voilà. Donc, qui sont ces salariés protégés? Donc, effectivement, les membres du CSE pendant tout leur mandat. Et ça, souvent, on s'en souvient, ça va encore. Mais en revanche, attention, parce qu'il y a des salariés protégés qu'on peut avoir tendance à oublier. Ceux qui ont demandé la mise en place d'élections, par exemple, parce que l'employeur n'aurait pas pris l'initiative. Donc, avant la mise en place. Voilà. Oui. Donc, vous savez qui vous dit vous avez peut-être oublié un truc là. Voilà. Il faudrait le mettre en place. Celui-ci, même s'il ne se présente pas comme candidat et qu'il n'est pas élu, il sera protégé de fait parce qu'il a pris la liberté et, d'une certaine manière, le courage de rappeler à l'entreprise son obligation légale. Voilà. Donc, pendant quelques mois. De même que le candidat qui ne sera pas élu reste protégé. Pas rien, c'est pendant 6 mois. Voilà. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On peut vite oublier, une fois que les élections sont passées, que cette personne-là, qui peut par ailleurs poser problème, mais on ne pourra pas faire tout à fait ce qu'on veut. Les anciens aussi, membres du CSE ou délégués syndicaux, restent protégés pendant un certain nombre de mois. Ça peut aller entre 6 mois, ça peut aller même jusqu'à un an, parfois. Voilà. Donc ça, encore une fois, il faut s'en souvenir. Et puis, je parle que du monde du CSE, des syndicaux, mais dans certaines structures un peu plus complexes, on a aussi les représentants de proximité, par exemple, etc., qui sont également protégés. Alors, quelles sont les conséquences de cette protection? Elle va s'opérer sur 2 aspects, je dirais, principaux. C'est quelque chose que beaucoup ont en tête, c'est quand on doit rompre le contrat de travail. Ça ne va pas être aussi simple que pour un salarié classique. Il va falloir mettre en place une procédure spécifique qui va devoir intégrer nécessairement l'inspection du travail, qui va devoir autoriser la rupture. Alors ça, évidemment, en cas de licenciement, où il va falloir aller motiver la rupture avec un dossier de l'inspection du travail, qui fera une enquête, qui recevra le salarié, qui recevra l'employeur, et qui prendra cette décision. Et ça peut prendre quelques semaines, voire parfois plus, quelques mois. Ça, on s'en souvient. En revanche, attention, dans une rupture conventionnelle, pareil, on a l'impression qu'on a un accord des 2 salariés. Mais là aussi, l'autorisation de l'inspection du travail est nécessaire. Et elle va rallonger vos délais de procédure, même si les 2 parties sont OK. Mais c'est possible. En tout cas, c'est possible. C'est possible, mais la procédure sera plus complexe parce qu'il y a une tierce personne qui va devoir autoriser. Voilà.
Et c'est plus long. Et dans les faits, ça se fait? Est-ce que l'inspection du travail, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a en tout cas un historique? Est-ce que c'est validé par l'inspection du travail en termes de, ou c'est souvent rejeté en fait? Est-ce qu'on a... Ce que va étudier l'inspection du travail, c'est si la rupture a un lien avec le mandat. Voilà. Donc, parce que évidemment, l'idée, c'est de ne pas rompre le contrat de travail d'un salarié parce qu'il aurait un rôle dans l'entreprise qui n'irait pas forcément dans le sens de la direction. Voilà. Donc, en rupture conventionnelle, je dirais que si les deux parties sont d'accord globalement et qu'on n'a pas mis une pression démesurée sur le salarié, oui, en autorisation. Sur le licenciement, mais il va falloir le motiver, le justifier par des éléments qui vont permettre, ou pour un motif économique ou personnel. Voilà. Mais oui, ça fonctionne si la direction fait bien son travail dans le cadre légal. Et puis, un dernier petit mot qu'on a tendance à oublier, c'est que le salarié protégé, quand on veut modifier ses conditions de travail, alors conditions de travail, ça peut être peu de choses. Ça peut être un lieu de travail, par exemple, y compris proche du lieu de travail précédent. Ça peut être une petite modification de son poste. Et dans ces cas-là, il faudra l'accord du salarié protégé, contrairement, pareil, au salarié classique. Et s'il refuse de donner son accord, là, l'employeur n'aura pas d'autre choix ou de garder le salarié dans ses conditions de travail initiales, ou alors de mettre en place une procédure de licenciement, et on revient avec la nécessité de l'inspection du travail. Donc, voilà. Et donc toi, Sophie, au niveau terrain, Oui. tu as dû gérer cette partie salarié protégé. C'est quoi ton retour du terrain par rapport à la gestion parce qu'en effet, c'est un mandat de quoi? De 4 ans. Et donc pendant 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses, même aussi en tant que de performance notamment. Hein, c'est un des sujets majeurs. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Avec plaisir. Alors, moi, mon conseil, c'est quand même de gérer au maximum à l'entrée, parce que la sortie, c'est difficile. C'est tout à fait possible, et je rejoins Marine. Donc c'est quoi? C'est de mapper un peu en fait, ouais. Au moment des élections, c'est un processus dont la RH doit se saisir. Elle ne doit pas rester à côté de ce processus et dire non, c'est les organisations syndicales qui choisissent, c'est le deuxième tour libre, mais c'est les organisations syndicales qui choisissent leurs candidats. Moi, j'ai pas à intervenir. Non, il faut intervenir. Et justement, il faut être, et si c'est la première fois qu'on le met en place, il faut être dans le dialogue. D'abord, dire en tant que RH tout l'intérêt qu'on a pour le dialogue social, le respecter, le promouvoir, expliquer les bénéfices pour attirer aussi des bons candidats. Parce que si les candidats ressentent que vraiment c'est une tannée pour la direction que de mettre en place un CSE, il y a peut-être pas grand monde qui va avoir envie d'y aller parce que d'avoir une étiquette collée de syndicaliste. Donc déjà, la posture de la RH et du dirigeant sur le sujet, elle va être vraiment importante pour attirer des gens performants, intelligents, qui ont envie de s'investir pour l'intérêt collectif. Parce que sinon, le risque, et on l'a vu, ça existe partout, de gens qui viennent se protéger, justement, parce que comme c'est difficile de les licencier, c'est possible, mais ça reste difficile, ils viennent se protéger. Et ça crée pas du bon dialogue social. Donc, il faut vraiment déjà intervenir au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement, voilà. C'est quelque chose à avoir en tête. Ah oui, ouais. Vraiment. Okay. Ça se coach. C'est moi, je suis au moment des élections, je suis toujours en lien avec les délégués syndicaux parce que c'est eux qui ont la main sur et on en discute en off. C'est vraiment du off confidentiel. Et ils viennent nous voir, ils me disent on aurait telle et telle personne, et moi je dis oui, non, là c'est bon, attention à la performance, pose-lui des questions. C'est-à-dire qu'il faut garder son rôle. Il s'agit pas de dire oui ou non, il s'agit de donner des éléments tangibles à une tête de liste. Là c'est le délégué syndical qui va ensuite décider aussi de c'est quoi ses critères d'évaluation de la constitution de sa liste. Et c'est ça, et c'est de lui dire, et c'est d'amener ce délégué syndical à dire tu as besoin d'une liste avec des gens performants qui vont s'investir, qui vont pouvoir avoir des points de vue, défendre des choses. Si tu as des gens qui sont là pour se défendre eux-mêmes, on va pas faire grand-chose ensemble. Donc c'est ce dialogue-là en off qui est hyper, hyper important. D'autant plus que dans les petites entreprises, souvent on se retrouve avec une absence de candidats, ou alors très très peu de candidats qui se présentent. Et c'est vrai qu'il y a un vrai rôle de la direction pour aller motiver un peu des salariés à pouvoir se présenter, aussi pour des raisons
je dirais, stratégique, mais de très bonne foi de la direction. Si on a un seul candidat dans un CSE où il y a 4 ou 5 membres qui doivent être élus, ce membre élu part au bout de 6 mois, on doit refaire des élections pour la totalité de l'entreprise. Donc on se retrouve avec des process qui sont quand même relativement longs. Il faut savoir, les élections de CSE, c'est 2 mois, c'est beaucoup d'énergie. C'est chronophage, c'est beaucoup de bruit de couloir aussi. Beaucoup de bruit de couloir, voilà, qui peuvent un peu se révéler. Et donc, on est content quand ça se termine. Et 4 ans, c'est pas mal, voilà, parce que ça prend quand même, on a dit, toute cette énergie. Et donc, il faut vraiment aussi avoir cette approche stratégique de pouvoir sélectionner effectivement des personnes constructives, suffisamment aussi pour que le dialogue puisse être intéressant, qui puisse représenter l'intégralité des statuts de l'entreprise. Ça, c'est toujours intéressant quand il y a un CSE qu'avec des cadres. Alors, c'est pas les mêmes sujets qui sont abordés, et puis il y a quand même une partie de l'entreprise qui va se sentir complètement délaissée, de fait. De la même manière, quand il y a plusieurs sites géographiques, moi je le vois beaucoup, il y a des succursales dans 3-4 villes de France, et puis il y a l'antenne parisienne ou la direction, il n'y a que des gens de Paris, il n'y a personne en province. C'est extrêmement dommage. Donc c'est vrai que la direction a vraiment un rôle extrêmement actif à jouer pour aller repérer des candidats dans toutes les dimensions que représentent les salariés d'entreprise. C'est effectivement quelque chose de très important, parce que plus le CSE va représenter la diversité de l'entreprise, plus le dialogue social sera riche et intéressant. D'autres points sur cette partie mise en place CSE, donc en effet, avoir ce côté recrutement des différentes personnalités. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de partager, comme d'erreurs tu as pu faire moi, c'était aussi, j'avais des dirigeants qui n'étaient pas très mûrs sur ce sujet de CSE. Et j'ai pas forcément su apporter une vision sur ce côté-là, ou même de compréhension du fonctionnement du CSE. Souvent, on se dit, en effet, c'est une obligation légale, faut le faire, il y a le process, mais il y a quand même toute une éducation à faire en interne auprès des dirigeants, auprès des managers, pour qu'ils comprennent en fait qu'est-ce que c'est un CSE et quels vont être les impacts au quotidien après les élections d'épée. Donc, je trouve qu'il y a vraiment aussi une conversation à avoir avec les dirigeants pour leur expliquer en fait qu'est-ce que c'est, notamment dans les startups, dans les scale-up, dans les PME. Parmi les choses, moi je trouve à faire valoir, il y a la constitution d'un statut social, des avantages sociaux. Et les avantages sociaux, ça fait partie aujourd'hui des critères importants que regardent les candidats pour rejoindre une entreprise. Un CSE, c'est aussi des activités sociales et culturelles, donc c'est aussi des avantages sociaux complémentaires. Et puis, toute la constitution du statut social, le télétravail, les RTT, tous ces sujets-là, la mutuelle, etc. Aller piloter une mutuelle, par exemple. Donc, il y a toute la construction du statut social, qui est quand même le bénéfice d'avoir des représentants du personnel, parce que non, on ne peut pas tout faire sans représentants du personnel. Donc, ça va quand même largement aider. Et ensuite, la deuxième chose, j'ai perdu mon idée en route. Ça arrive. Ça va revenir. Et la deuxième chose... non, j'ai perdu. Bon, écoute, de toute façon, voilà. On arrive à la fin. Voilà, peut-être que ça va te revenir. Peut-être que l'idée je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, l'idée de transparence qui passe aussi par ces consultations et d'avoir une instance qui permet d'aller expliquer à un certain nombre de personnes des sujets qui seraient parfois difficiles à aborder auprès de tous les salariés. Donc, sur cet aspect consultation, information, il y a une grosse roadmap, surtout quand on a des CSE de plus de 50 salariés. Parce qu'il y a un certain nombre de consultations obligatoires, d'informations tout au long de l'année sur des sujets comme la politique sociale, les orientations stratégiques de l'entreprise. Comment est-ce que tu crées ce calendrier un peu annuel pour que ça se passe au mieux? Il y a aussi des réunions qui doivent porter sur la santé-sécurité. Et donc, il n'y a pas tant de réunions que ça, parce que dans les CSE, entre 50 et 200, on a 6 réunions par an. Donc, c'est des réunions super denses. Comment tu t'organises? Tu as quelques conseils à donner? Alors, il y a un sujet effectivement de confiance, ce dont on parlait tout à l'heure, avoir la confiance des syndicats, et la confiance du CSE, parce qu'il y a effectivement, l'employeur en a beaucoup sur les épaules.
Moi, je dis toujours ça au CSE, je le dis toujours, de toute façon, si vous voulez me chercher des délits d'entrave, vous allez de toute façon en trouver. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que je ne connais pas une seule entreprise qui ne soit pas en délit d'entrave sur un sujet. Donc c'est déjà, en fait, quand on parlait tout à l'heure de donner le ton, moi, c'est quelque chose que je dis toujours. Quand je suis arrivée chez Kaufmann Emeraude il y a 6 ans, j'ai dit, voilà, il y a des trous dans la raquette. Il y aura des trous dans la raquette, mais je vais vous donner plus d'infos que celles auxquelles vous avez le droit en réalité. Je vais être dans la transparence, je vais être très directe avec vous et dans l'anticipation, mais je ne ferai pas tout. Mais on va décider ensemble ce qu'on fait. Pareil pour la BDES, parce que s'il faut remplir toute la BDES de tout ce qu'il y a à faire, on y passe, on a besoin de recruter une armée, donc on n'y arrive pas. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est mettez-vous d'accord aussi avec les représentants du personnel de quoi ils ont besoin dedans. Parce que les orientations stratégiques, c'est hyper large. Donc, qu'est-ce qui est important dans là où en est la boîte? Et ce qui est vrai d'ailleurs à l'année N sera peut-être différent à l'année N+4, parce que la boîte aura grandi et donc on aura besoin de plus d'informations. Donc ça, mon meilleur conseil, c'est on les connaît, les échéances, c'est de les prévoir, que ça soit toujours à la même période dans l'année, c'est notre marronnier, ça revient au même moment, comme ça tout le monde s'organise de la bonne manière. Et on décide ensemble de ce qu'on produit en amont, pour qu'on n'ait pas, oui, mais vous n'avez pas donné cette information-là, ou il manque ça, etc. On se met d'accord sur ce qui est nécessaire. Et ça ne sera pas la même chose en réalité d'une boîte à l'autre. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est mon meilleur conseil. Mais ça, c'est du bon dialogue social. C'est on partage les sujets. Par exemple, moi, je leur dis, ne me demandez pas d'informations ou de KPI qui n'existent pas dans l'entreprise. C'est que vous n'en avez pas besoin puisqu'on n'en a pas besoin pour piloter. Donc, moi, je veux bien vous fournir tout, mais que des choses qui existent. Je ne fais rien sur mesure pour vous. C'est un principe que je fixe toujours au départ. Tu mets les règles, le cadre. Je mets le cadre. Voilà. Et il y avait un autre point mais rapide sur les rumeurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs lors de la mise en place du CSE. Dans l'entreprise, il y a toujours beaucoup de rumeurs. Mais... L'entreprise est un... Mais encore plus, c'est vrai que ce sujet de CSE anime aussi beaucoup en interne. Est-ce que c'est une bonne chose d'aussi laisser les salariés prendre le sujet et de s'en investir, et donc finalement aussi de s'auto-organiser en interne pour faire des réunions, discuter notamment comment ils ont envie de mettre en place les choses. Oui. De laisser un peu de transparence et de flexibilité sur aussi une auto-organisation de leur part. Et nous, en tant que RH, pas forcément mettre notre nez sur ça. Non, il faut laisser le processus se faire, trust the process. Mais ensuite, il faut ce que j'appelle coacher de loin, c'est-à-dire regarder, être sûr qu'il n'y a pas de dérive et de débordement. Ensuite, tant que c'est entre salariés, c'est que entre salariés. S'il y a des rumeurs, etc., tant que c'est pas confirmé par la direction, ça reste qu'une rumeur et non pas une information. C'est toute la différence entre la rumeur et l'information. Donc oui, il faut laisser d'abord il faut laisser la libre expression parce que c'est très important. Et il faut aussi que le CSE, une fois qu'il est mis en place, il puisse se nourrir des remontées des collaborateurs. Donc il faut que la libre expression existe. Mais ça, c'est presque une question de culture d'entreprise. Tout à fait, ouais. Alors, légalement, je rappelle qu'effectivement, les membres du CSE, ils bénéficient d'ordres de délégation, de toute façon, pour faire ce travail, de pouvoir communiquer auprès des salariés, organiser leurs propres petites réunions internes si besoin. Que ces ordres de délégation, il y a quand même un cadre pour pouvoir les prendre à minima. Et avec une simple information, jamais la direction n'a besoin de savoir ce que vont faire les salariés de ces ordres de délégation. Mais il faut effectivement en tenir compte. D'ailleurs, je crois que c'est un sujet à part entière de savoir ce qui peut faire ces ordres de délégation ou pas. J'aurais aimé t'interroger là-dessus. Et former les managers. Voilà, c'est ça. Former les managers. L'occasion d'une autre session, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux dirigeants et aux dirigeantes qui potentiellement nous écoutent, ou même aux RH qui ont aussi cette responsabilité de mettre en place le CSE quand elles voient ou ils voient qu'il n'est pas mis en place? Ce serait quoi pour toi, Sophie? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
que le CSE, c'est aussi un levier de performance sociale et que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Et de ne pas en avoir peur et de rentrer dedans et mettre les 2 pieds dans le plat et de donner son cadre, donner le ton et la manière dont on veut le faire. C'est-à-dire que c'est pas le CSE qui est aux manettes, c'est bien la DRH et la direction générale qui est aux manettes. Et à partir de là, c'est un vrai levier de performance sociale parce que une RH dans son bureau ou avec son équipe, elle est loin de tout voir. Donc un CSE, c'est un relais. Toi, Marine, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. C'est une crainte qui n'est inutile, en fait. La quasi-totalité des boîtes que j'ai accompagnées en avaient peur quand ils l'avaient pas. On a toujours peur de l'inconnu, en fait. Et une fois qu'ils le découvraient, voyaient tout ce qu'ils pouvaient en faire, parce que comme tu l'as exprimé, Sophie, à plusieurs reprises dans le temps qu'on a passé ensemble, à partir du moment où on est dans l'action, on ne le subit pas, on peut en faire quelque chose d'extrêmement vertueux et différent d'une entreprise à une autre. Donc on peut en faire un peu ce qu'on veut et à construire avec des salariés d'entreprise qui globalement nous font confiance pour se présenter comme candidat au CSE. C'est qu'il y a une part de confiance et d'envie de s'investir. C'est quand même fantastique de construire avec des salariés qui ont envie de s'investir. Tout à fait. Et j'ajouterais juste le garde-fou, c'est de faire toujours attention au temps qu'on alloue au dialogue social. Ce temps-là ne doit pas être plus important que le temps de développement RH et de RH de manière générale. Parce que parfois, à un moment donné, ça peut être un peu la dérive, c'est que le dialogue social prenne trop de place. S'il prend trop de place, c'est qu'on manque de vision RH et de projet RH et qu'il faut absolument rééquilibrer. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, ça m'est arrivé. Et pour finir, donc, moi, j'aimerais juste rajouter... ce côté assertivité, ça vient aussi avec le temps, avec l'expérience. Et donc, si on fait des erreurs, c'est pas grave. C'est de savoir aussi apprendre et, comme tu l'as dit, être transparente, savoir faire preuve d'humilité et, si besoin, de aussi se former, en fait, se faire coacher. Si on prend des fonctions et si on a en effet des doutes sur sa capacité à créer le CSE, à l'animer, etc., c'est aussi d'avoir des relais de formation pour tenir en tout cas ce rôle qui est crucial et qui a un rôle à part en fait dans les ressources humaines. Formez-vous, faites-vous accompagner, effectivement, ça a beaucoup de sens. Et puis avoir, et je le dis vraiment parce que effectivement ça fait 25 ans, un avocat en droit social qui est un partenaire. Qui vous pas le dire. Non, mais moi, je peux le dire. C'est vraiment clé parce que, d'abord, toutes les RH ne sont pas juristes à la base. Moi-même, je suis juriste, mais je ne me considère pas comme une juriste, surtout que le droit évolue très vite. Donc, je ne considère jamais que je suis à la page et que je connais la dernière jurisprudence ou la dernière évolution, loin de là. Et en revanche, moi, je travaille avec la même avocate depuis que j'ai basculé en entreprise. Donc, c'était en 2006. Donc, ça fait quand même très, très longtemps. Et c'est un vrai partenariat parce qu'elle me connaît. Elle connaît mes faiblesses. Elle sait là où je suis bonne, là où je vais un peu vaciller. Elle connaît ma capacité à prendre des risques ou ne pas en prendre. La manière dont je peux faire les choses, etc. Donc... elle connaît mon niveau de connaissance sur certains sujets. Donc ça, c'est aussi vraiment très important parce que... c'est un soutien. Oui, et puis notre boulot, c'est quand même de gérer du risque aussi. Donc le risque juridique, c'est un risque important. Merci Sophie pour cette discussion. Merci Sophie. Merci à vous deux. Et on se dit à très vite. À très vite.